Merci pour la confiance renouvelée à l'émission Le Grand Débat sur la télé du peuple TVZ Africa. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, comme d'habitude, je reçois pour vous des invités pour analyser l'actualité nationale et internationale. Je reçois sur le plateau aujourd'hui Soumaïda Rouamba. Il est le secrétaire général du parti politique Nouveau Temps pour la démocratie NTD au niveau de l'arrondissement 4. Il est également le directeur général de nouvelle édition Burkinabé NEB. Sur le plateau également, je reçois Maître Kelem de Tambela. Il est avocat inscrit au barreau du Burkina. L'honorable Pascal Zaïda, il est le coordonnateur national du cadre d'expression démocratique. Il est député de la transition. Pascal Zaïda est également le coordonnateur national pour une transition réussie CNTR. Sur le plateau également, je reçois Zakaria Tayan. Il est membre du Front de Libération Nationale. Il est également le président de l'Association des Jeunes Unis pour le défi du Faso. AJDF. Avec ces quatre invités, deux sujets vont nous intéresser. Le premier portera sur le 11 août où le groupe Eboumafor, le premier responsable du groupe Eboumafor, faisait une sortie pour mettre en garde tous ces hommes opérateurs économiques qui souhaiteraient se lancer dans la politique, surtout briguer la magistrature suprême. L'analyse va porter sur cette question. Et le deuxième sujet portera sur le point de presse hebdomadaire du gouvernement sur les discours haineux au niveau des réseaux sociaux. Sans plus tarder, bienvenue Soumaïda Rouamba sur le plateau du Grand Débat. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Oui, merci beaucoup. Bienvenue, honorable Pascal Zaïda. Merci. C'est un plaisir également de vous recevoir. Maître Kelem, bienvenue. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de l'actualité nationale. Bienvenue, Zakaria Tayan. Merci. Avec vous également, il sera question de la position du FLN sur la situation nationale. Sans transition, comme je le disais, le 11 août dernier, l'homme d'affaires et dirigeant du groupe Eboumafor, Mahamoudou Bonkongu, mettait en garde tout opérateur économique qui voudrait se lancer dans la recherche du pouvoir d'État. Alors, l'analyse va porter sur cette question. Est-ce à dire que le pouvoir d'État appartient désormais à un groupe de personnes? Alors, Maître Kelem Tambela, on commence avec vous déjà. Comment est-ce que vous avez reçu cette sortie du patron du groupe Eboumafor? Non, tout à fait normalement. Parce que nous sommes dans un pays démocratique. La liberté d'expression est garantie. Chacun peut dire ce qu'il veut. Et maintenant, il revient, n'est-ce pas, au peuple d'apprécier. Et si ce que tu dis, n'est-ce pas, enfreint la réglementation, ça c'est à la justice de décider. Donc moi, je pense qu'il est dans son droit de dire ce qu'il veut. Il est dans son droit. Ok, allez-y. Voilà, maintenant, par rapport à ce qu'il a dit, ça pose un problème constitutionnel. Ça pose un problème d'égalité des personnes devant la loi. Parce que les opérateurs économiques sont des citoyens, comme tout le monde. Ils payent leurs impôts, donc ils ont les mêmes droits. Pourquoi y aurait-il une discrimination? C'est ça maintenant, c'est là que le problème se pose. Donc je pense qu'un opérateur économique, tout comme un fonctionnaire, tout comme un balayeur de rue, etc., chacun a le droit de se prononcer sur la vie de la nation. Ils sont électeurs, donc ils sont aussi éligibles. Donc, sauf celui, n'est-ce pas, qui est frappé de sanctions par la justice, à qui on a retiré, n'est-ce pas, ses droits civiques. Je pense que toute personne au Burkina Faso peut être électeur et puis éligible. Donc, je ne vois pas pourquoi lui, il pourrait empêcher qui que ce soit d'être candidat à un poste ou à un autre. Sauf si maintenant il se sent, comment je vais dire là, pousser des ailes, parce qu'il aurait des soutiens que nous ne connaissons pas. Voilà, sinon, sa déclaration n'a pas de sens. Voilà. Et il n'a aucun pouvoir pour empêcher un autre opérateur économique d'être candidat à la présidence du Faso. Légalement, il n'a aucun pouvoir. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je peux dire concernant cela. Vous voulez dire déjà que cette sortie de Mahamoudou Bonkongu incite déjà à une discrimination? Oui, c'est inopportun. Eh bien, heureusement, bon, comme j'ai dit, c'est une opinion. Voilà, c'est une expression personnelle. Et en démocratie, chacun peut dire ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça serait suivi de suite. Voilà. Mais si on veut appliquer cela, ce serait une discrimination faite, n'est-ce pas, à l'égard de certaines catégories de personnes. Et bien au contraire, moi je pense que ce serait bien que les hommes d'affaires s'investissent dans la politique. Si vous remarquez par exemple un pays comme le Nigeria, vous pouvez faire un coup d'État au Nigeria, mais vous ne resterez pas longtemps au pouvoir. Parce que les hommes d'affaires sont impliqués dans la politique et ils ont la capacité de freiner la marche du pays. Parce que c'est eux qui tiennent les rênes de l'économie. Donc tôt ou tard, ils peuvent te mettre à la porte. Voilà. Et par exemple, si vous remarquez par exemple au Japon, n'est-ce pas, il y a un empereur, il y a un premier ministre.
mais ce sont les hommes d'affaires qui font le Premier ministre. Et chaque Premier ministre, quand il est élu là, il y a une cérémonie qui est organisée avec les grands patrons, les grandes familles économiques et financières du pays. Et c'est le Premier ministre qui vient, qui se lève et qui salue les gens pour marquer sa soumission à ces grands patrons-là. Parce que c'est eux qui tiennent les rênes de l'économie. Voilà. Donc, bon, si beaucoup d'hommes d'affaires étaient investis dans la politique ici, je pense que nous pourrions arriver à une situation de proximité comme au Nigeria, où les hommes d'affaires sont à même de forcer un pouvoir politique à aller dans un sens comme dans un autre et à limiter les coups d'État. Donc je pense qu'au contraire, les hommes d'affaires doivent s'investir aussi dans la politique comme dans tous les autres domaines. Vous remarquerez d'ailleurs que ici, nos hommes d'affaires, n'est-ce pas, ce sont des gens qui cachent leur argent dans les banques et dans les trous qu'ils creusent et qui n'investissent pas. Voilà. Il y a des pays où les hommes d'affaires, par exemple, investissent dans leur quartier, dans leur secteur, dans leur ville, pour le développement de leur ville et créent des emplois en surplus. Mais ici, les hommes d'affaires, c'est mettre de l'argent, n'est-ce pas, dans leur compte en banque, ou bien il y en a qui creusent un trou, n'est-ce pas, dans leur maison, ils mettent dedans, et ils n'investissent pas. Il est temps que cela change, qu'on transforme cela. C'est vrai qu'il faut un coup de pouce aussi du pouvoir politique pour amener les gens à changer. Comme la révolution a fait comprendre aux gens qu'il fallait investir et non thésauriser. Voilà. Donc moi je pense que c'est l'occasion de ça pour le pouvoir politique, ceux qui ont les rênes de ce pays-là, d'interpeller les hommes d'affaires afin qu'ils changent leur comportement et qu'ils s'impliquent dans le développement du pays. D'accord. Honorable Zaïda, alors vous avez également suivi cette sortie du patron du groupe Ebomafor. Quelle analyse faites-vous déjà? Oui, je dirais que pour notre part, je pense que, comme Maître Kelem l'a dit, nous sommes en démocratie. C'est une opinion. Mais lorsque vous poussez la réflexion très loin, alors moi je me rends compte que c'est une alerte parce que vous savez qu'au Burkina Faso, toutes les fois que nous avons des difficultés à l'issue des élections, c'est la question de la corruption. Et si aujourd'hui nous avons les militaires de haut rang qui sont interdits de faire la politique, vous avez également les magistrats qui sont interdits de faire la politique. Alors, nous ne sommes pas dans une démocratie avancée telle que Maître l'expliquait, telle que le Nigeria ou le Japon, où qu'on puisse permettre aux opérateurs économiques donc, de s'immiscer dans la politique. C'est vrai qu'ils sont toujours dans la politique puisqu'ils ont toujours des candidats qui soutiennent. Mais si aujourd'hui ces hommes forts vont se jeter dans la danse, alors je dirais que c'est la fin de la démocratie. Parce qu'on n'aurait pas une politique véritable, mais ce serait plutôt le plus riche ou le plus fort qui va tendre la main à l'électorat. Et au finish, alors cette personne, s'il est élu, d'abord ce qui est intéressant, ce sont ses intérêts. Comment préserver son entreprise, comment faire en sorte qu'il émerge et comment écarter les autres concurrents. Et pour preuve, nous avons Talon au Bénin qui a pratiquement tout écrasé. Nous avons même en Zambie Barreau qui est dans le BTP. Je pense que pour le cas de Burkina Faso, c'est l'occasion pour nous, dans le cadre donc, de cette transition, ce n'est pas une forme d'exclusion, mais on peut trouver un format afin que les opérateurs économiques qui s'occupent de la chambre de commerce restent dans ce carcan afin d'aider les hommes politiques pour qu'ils puissent mener donc cette bataille. Alors c'est vrai que le débat est lancé, certains ne le prennent pas au sérieux, mais je pense que chacun de nous est interpellé afin qu'on trouve une solution. Vous imaginez, si on arrive à la fin de la transition pour les élections présidentielles, tel que Ebomafor l'a expliqué, si quelqu'un est candidat, un opérateur économique est candidat, lui il sera candidat. Alors, nous connaissons la misère du Burkinabé, alors c'est le plus riche qui gagne l'électorat. Donc, si on va rentrer dans ce jeu, évidemment, on va tuer la démocratie. Voilà un peu pourquoi nous avons posé le débat. Et ce débat également interpelle tous les acteurs, que ce soit les autorités, la classe politique, les OSC et même les partenaires techniques et financiers, que dans ce cadre de transition-là, est-ce qu'on ne peut pas régler définitivement ce problème-là pour le ranger comme les militaires ou les magistrats pour qu'on laisse la politique aux politiciens? Alors déjà, vous voyez que c'est une sortie aussi. Est-ce que vous rejoignez Maître Kelem pour dire que c'est une sortie qui va aussi inciter à une sorte de discrimination? Non, moi je pense que ma position est claire, parce qu'il faut trouver une barrière, c'est trop dit, mais il faut quand même que dans le... Qu'est-ce que je veux dire? Il faut que dans cette forme de transition-là, nous allons bientôt aller vers les assises nationales, qu'on trouve un format pour demander à ces gens-là, ces opérateurs économiques-là, de rester en marge de la politique et de s'occuper de leurs affaires. Parce que Ebomafor candidat au Burkina Faso, quelque chose c'est que vous voulez, vous ne pouvez pas l'empêcher de gagner les élections. Mais en retour, est-ce que, voilà, on a vu ici les élections ont toujours été contestées parce que les gens ont pris 2000. 2 mois après, on est tout le temps dans la rue en train de se plaindre. Alors si on va payer l'électorat pour gagner une élection,
est-ce que cette élection est crédible? Est-ce que ça fera l'affaire de Burkina? Voilà pourquoi, lorsqu'il dit cela, il faut le prendre au sérieux. Et déjà, il faut peut-être réfléchir sur quel type de format on peut trouver pour régler définitivement ce problème-là. Ouvrir la porte aux opérateurs économiques pour faire la politique, c'est détruire le pays. Ah ouais, c'est détruire le pays. Détruire le pays. Alors, est-ce que vous partagez cette opinion? Ouvrir la porte aux opérateurs économiques de faire la politique, c'est une manière aussi de détruire le pays. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, je partage l'avis parce que je pense que nos opérateurs économiques auront plutôt à investir dans l'industrie que d'aller en politique. Voilà, donc pour moi, en tout cas, j'ai vu que la sortie de Boumaf, c'est une interpellation vis-à-vis des autres opérateurs économiques. Et d'aller en politique, je ne vois pas trop la nécessité. Plutôt aller s'investir dans les industries parce qu'on voit que le pays a plein d'opérateurs économiques, mais on ne voit pas où est l'argent. Quand nous prenons par exemple aujourd'hui le groupe Boumaf a combien d'employés? Alors en politique, il n'y aura que des partisans. Il n'y aura pas, ce pas des employés. Donc pour moi, c'est plutôt mieux de s'investir dans ce domaine industriel que de venir en politique plutôt se noyer parce que je ne vois pas trop où nous allons arriver. Donc c'est en tout cas aller à la destruction du pays. Alors permettre à des opérateurs économiques d'accompagner des hommes politiques, est-ce que ça ne devient pas la même chose? Ça ne déplace pas le problème ici. Oui, ça ne déplace pas parce que l'opérateur économique et l'homme politique, comment, je ne sais pas comment dire, mais je me dis que il y a forcément un lien. Parce que sans un opérateur économique, il n'y a pas le pays, il n'y a pas un pays. Ah bon? Et sans un dirigeant aussi, il n'y a pas un pays. Donc je pense que les deux, ils vont ensemble. Mais quel est le lien ici que vous établissez entre l'opérateur économique et l'opérateur économique, si le pays, il a le devoir d'accompagner les dirigeants, afin que le dirigeant aussi puisse mener, en tout cas, à envoyer des bons résultats pour le pays, pour que le pays puisse travailler, envoyer des partenariats. Parce que, quoi qu'on dise, si le pays est dirigé et qu'il n'y a pas d'opérateur économique, je ne sais pas ce que nous allons faire comme travail. Ça ne sera pas on ne va pas se limiter uniquement à la fonction publique. Par contre, si le pays, les dirigeants sont accompagnés par les opérateurs économiques, nous avons vu que, je ne sais pas, c'est à la table ronde, non, où on a envoyé les opérateurs économiques. Et c'est nos opérateurs économiques peuvent se lever comme ça, aller contacter un autre pays comme ça pour travailler. C'est toujours en lien avec les dirigeants. Mais pour contribuer au développement de son pays, est-ce qu'on a forcément besoin de prendre la tâche avec un homme politique? C'est la question qu'on se pose aussi. Bon, pas forcément. Pas forcément, mais l'homme politique aussi a son Parce que d'aucuns ici parlent ici de favoritisme après les élections, parce que j'étais soutenu, donc du coup, on est obligé d'avoir certains marchés. Dans tous les pays du monde, dans tous les pays du monde, tu ne peux pas soutenir un candidat, il passe et puis tu n'as pas les marchés. Mais ça ne veut pas dire on doit forcément ramasser tous les marchés te donner. Voilà, parce que l'opérateur économique et les politiciens, je dirais que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Alors, M. Rwamba, est-ce que vous partagez cet avis de M. Taillan? D'accord, merci beaucoup. Et je pense que l'avis de M. Taillan, avant même de revenir là-dessus, c'est dit d'abord que je pense que nous devons avoir à l'idée que faire la politique, et la politique en elle-même, ça se fait par vocation. Et il faudrait avoir une culture politique avant de se lancer dans ce domaine-là. Puisque ne fait pas la politique qui peut. Parce qu'il faudrait d'abord savoir si réellement est-ce que la personne qui veut se lancer en politique avec cette culture politique, puisque la politique c'est d'abord l'intérêt général qu'il faut voir ici. Et celui qui n'est pas habitué à servir l'autre ou bien à servir l'intérêt général, je ne pense pas que celui-là puisse totalement voir la même logique des affaires, parce que nous parlons des opérateurs, c'est les hommes d'affaires que nous avons en face ici. Alors qu'en affaires, on sait que ce que nous voyons immédiatement, c'est qu'est-ce que je gagne. Et si nous mettons notre pays, le pays au niveau d'une marchandise pour dire je viens, je brade, je sais, je recherche ce que je veux gagner,
c'est dangereux pour nous. Je ne dirais pas qu'on est mal parti, mais c'est déjà très dangereux. Mais si la personne qui va diriger le pays se sent déjà que, de par sa vocation, il est habitué à aider l'autre, à aider pour l'intérêt général, je pense que ça facilite déjà le travail. Donc, dans ce cas-là, je pense le camarade Zaïda a évoqué le cas de Patrick Talon actuellement. Mais je pense que d'abord, il faut voir d'abord l'origine même. Pour ce qui concerne Talon, ne voyez pas d'abord l'homme politique ou bien un opérateur économique qui vient, qui dirige parce qu'il a l'argent. Mais vous verrez que même le programme de Yahi Boni a été co-dirigé par Talon pendant qu'il était encore opérateur économique. Donc il maîtrisait un peu déjà les rouages de la politique. Mais il ne s'est pas levé parce qu'il est opérateur économique, il a l'argent pour se lancer directement comme ça. Donc moi je pense avant de se lancer, c'est à ce niveau-là que je rejoins encore son idée de dire que si nous disons que c'est de l'argent et que les opérateurs économiques peuvent se lancer comme ils le veulent, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui la Chambre du commerce survivra parce qu'on sait bien le politicien quand il s'engage, c'est pour défendre, c'est pour développer et c'est pour un intérêt général. Alors l'opérateur économique ne devrait pas accompagner l'homme politique juste parce qu'il va avoir des marchés après. Merci, je ne dirais pas ça parce qu'aujourd'hui, vous voyez que l'opérateur économique, pour moi, d'abord est indispensable à la vie de l'homme politique. En ce sens que la politique, comme je dis, c'est devrait d'abord une culture, mais pour ce qui est de l'opérateur économique, des opérations économiques, nous voyons ici que la politique se nourrit forcément de l'argent. Mais ce n'est pas parce qu'on a l'argent que forcément il faut s'engager en politique. Tu peux avoir l'argent, mais l'argent doit être utilisé à bon escient. Donc si je me dis non, l'argent, puisque le politique se nourrit forcément de l'argent, alors que l'opérateur économique, lui, il voit en termes d'intérêt immédiat. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, ce qui nous trompe, c'est peut-être ça. Si je m'engage en politique pour dire que qu'est-ce que je gagne immédiatement, je serai prêt, si j'investis mes 15 milliards pour remporter les élections au Burkina, je suis sûr que je ferai tout pour remporter dans le bref de ce que je faisais à ma bénéficiaire, remporter ce que j'ai mis, peut-être le triplé en ce moment. Le peuple va toujours croupir, comme on le dit. D'accord. Alors, Maître Kelem, est-ce que ça ne va pas renforcer ici la corruption? Parce que lorsqu'on soutient un homme politique, tout simplement parce qu'on veut avoir des marchés après les élections, est-ce qu'on va s'en sortir? C'est ça le danger. Si les hommes politiques, si les opérateurs économiques ne se présentent pas par eux-mêmes et qu'ils soutiennent des candidats, là c'est la porte ouverte à la corruption et à la déstabilisation. C'est pour ça que moi je préfère que c'est mieux qu'ils se présentent eux-mêmes. D'abord il faut que je dise une chose. La politique c'est pas une profession. Non, c'est un art et une science. Enseigner la science politique, ça c'est une profession. Moi je suis politologue, j'enseigne la science politique, le droit, etc. Mais je ne fais pas de politique. Mais faire la politique, ce n'est pas une profession. Ce n'est pas réservé à des militants qui passent par une chape et puis une autre, etc. Si vous prenez le cas du Sangoulé Lemizana, si vous lisez ses mémoires, qu'est-ce qu'il a dit? Le 3 janvier 1966, il ne savait rien de la politique. Il ne savait rien. À tel point que, vu l'insurrection, Maurice Yamoyo, qui lui a donné de prendre le pouvoir, il a hésité, il a refusé. Il a failli l'insistance de Maurice Yamoyo. Mais quand il a pris le pouvoir, mais le Burkina Faso n'a jamais été aussi bien géré que la Mizana. Ce qui a manqué à la Mizana, c'est un certain dynamisme seulement. Sinon, au point de vue d'intégrité, redressement du pays, mais il a redressé carrément tout à fait le pays, alors qu'il n'avait jamais fait la politique. Si vous lisez le redressement financier de la Haute-Volta, écrit par Thiemoko Marc Garango, vous verrez ce qui s'est passé. Et jusqu'à présent, le Burkina Faso fonctionne en fonction des lois de finances établies sous le régime de la Mizana. Il n'avait jamais fait la politique. Voilà. C'est une question de volonté et de conscience. Ensuite, quand on prend l'exemple de Patrice Talon, c'est un homme d'affaires. Mais quel que soit ce qu'on va dire, il a redressé le Bénin. Il a pris des décisions fortes que quelqu'un d'autre n'aurait pas pu prendre. Parce que il n'a peur de personne. Il sait que même en dehors de la politique, il a ses structures économiques et il vit. Donc il n'est pas venu pour s'enrichir en plus. Il avait déjà ses marchés. Est-ce que vous avez vu? Et ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que déjà les opérateurs économiques sont dans la politique, déguisés. Voilà. Ils soutiennent les hommes politiques. Ils y sont déjà. Et ils tirent le maximum de profit sans risque. Sans aucun risque. Puisqu'on ne les voit pas émerger. Ils sont en bas. Donc quand ça va, ils tirent les avantages.
Quand ça ne va pas, ils basculent, ils vont vers l'autre, le camp gagnant, et puis c'est fini. Alors que s'ils se lancent dans la politique eux-mêmes, ils vont se mettre à nu. Ils seront face à la réalité. Et ils comprendront eux-mêmes le système. Sans oublier que, autre élément, vous savez, l'homme n'est pas une chose. Hein. L'être humain, ce qui caractérise l'être humain, c'est la liberté. Ce que l'opérateur économique, ce qui devient chef d'État sera, n'est pas l'opérateur économique qui reste opérateur économique. À la vue de nouveaux défis, il peut changer. Et puis devenir vraiment un grand opérateur de développement de son pays. À la vue des nouveaux défis, il peut évoluer. Et c'est le cas par exemple de Patrice Talon. Il fait des choses qu'il n'imaginait pas quand il n'était pas encore chef de l'État. Donc c'est pour vous dire qu'un être humain se transforme en fonction des circonstances et de sa volonté. Donc il est mu par la liberté. Alors donc, quelqu'un comme Ebomaf actuellement, qui n'est pas au pouvoir, qui n'est pas aux affaires, il a une autre vision de la société, des affaires et de la politique. Si par hasard il devenait homme d'État, hein, dans la politique, etc., il aura encore une autre vision. Et il peut même investir sa fortune personnelle pour le développement du pays. Ça, c'est possible. Comme il peut y avoir des dérapages, tout est possible. Parce que c'est pour ça que la science politique n'est pas une science exacte. Donc, ça peut être bénéfique, comme ça peut ne pas être bénéfique. Mais de toutes les façons, ce serait une expérience. Moi, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Il faut donc éviter cette idée selon laquelle on doit permettre aux hommes politiques, aux opérateurs économiques d'accompagner les hommes politiques. Qu'ils se prononcent clairement, s'ils le veulent, qu'on respecte la liberté de chacun. Celui qui veut choisir de soutenir un homme politique, c'est son problème. Celui qui veut se mettre à découvert et directement être candidat, qu'il le soit. Moi, je suis pour le respect des libertés et je n'ai peur de rien parce que moi, je fais confiance au peuple. Je sais que si quelqu'un vient, il fait des choses qui ne plaisent pas au peuple, ça durera un temps. Mais le peuple finira toujours par gagner. Est-ce que vous avez vu? Nous avons été ici avec Blaise Compaoré pendant 27 ans. Personne n'imaginait la fin du régime de Blaise Compaoré. Surtout dans les années 90 où il était tout puissant. Est-ce que vous avez vu? Il y a des gens qui préconisaient des coups d'État contre Blaise Compaoré. J'ai dit non, je ne suis pas pour les coups d'État. Parce que les coups d'État, ça met un frein à un système. Et ça empêche le peuple d'aller à une certaine maturation. Est-ce que vous avez vu? Mais donc, qui aurait pu savoir que après 27 ans, le peuple, ceux-là même qui mangeaient dans les mêmes râteliers que Blaise Compaoré, allaient s'organiser pour les chasser. Et qui seraient dans l'état où se trouve actuellement. Donc, il faut avoir confiance au peuple. Et quand on a confiance au peuple, on n'est pas impatient. Voilà. C'est quand, par exemple, on est opportuniste, on espère quelque chose dans l'immédiat, etc. Là, ça déforme vos propres analyses. Et vous êtes impatient. Mais quand vous n'attendez rien de quoi que ce soit, et que c'est le pays qui compte pour vous, là, vous êtes patient. Et vous laissez venir les choses. Et vous faites confiance à la réaction du peuple. Et moi, je pense que quelle que soit la personne qui va venir, il pourra faire ce qu'il veut pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais au bout d'un certain temps, si ça ne convient pas au peuple, le peuple va réagir. Bon, les Pascal Zaïda sont là. Ce sont les activistes des OSC, etc. D'autres activistes peuvent aussi naître. Est-ce que vous avez vu? Voilà. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas à avoir peur. Celui qui veut, c'est ouvert. Si on veut injecter son argent pour faire la politique, mais qu'il le fasse. Mais il sera face au défi de l'homme politique. Voilà. Il y a 20 millions de Burkinabés qui sont ici. L'argent de Ebomaf ne suffit pas pour corrompre tous les 20 millions, tout le temps. Donc, il y aura nécessairement un temps où, si ce qu'il fait là ne correspond pas, les gens vont se soulever. Donc, moi, je ne vois pas d'inconvénient à cela. D'accord. Alors, honorable Zaïda, on dit souvent que la main qui donne, c'est celle qui commande. Est-ce que permettre aux opérateurs économiques d'accompagner les hommes politiques, est-ce que ça ne peut aussi les amener à dicter une certaine loi aux hommes politiques? Non, je pense que, tel que le maître l'expliquait tantôt, s'il s'agit des démocraties classiques, je suis tout à fait d'accord. Mais pour le cas de Burkina Faso, c'est vrai qu'il y a la loi fondamentale qui donne donc le droit d'éligibilité à tout citoyen qui suit de ces droits. Mais aussi, de côté, il y a des principes. Voilà. Je n'ai pas su pourquoi le maître n'a pas parlé, par exemple, le cas des magistrats ou du moins le cas des militaires. Le militaire, c'est parce qu'il détient la puissance du feu, qu'on lui dit de se mettre de côté, tout comme le magistrat parce qu'il est au-dessus de tous, qu'on lui dit donc de se mettre de côté. Alors, le Burkina Faso, à l'heure où nous sommes, n'a pas besoin d'opérateur économique pour être président. Ah bon? Non. Le Burkina Faso a besoin d'un accompagnement de tous les fils et filles de ce pays, que vous soyez opérateur économique, que vous soyez un agriculteur, pour qu'ensemble on puisse redresser le pays et le bâtir sur des nouvelles lois pour la durée. Et à partir de là, si dans 50 ans, dans 60 ans, notre démocratie atteint un niveau élevé, alors on peut ouvrir la porte à toute personne
qui peut être candidat. On a vu le cas aux États-Unis avec Donald Trump qui était riche, mais c'est à partir des grands électeurs qu'il a pu arriver. Donc pour le cas de Burkina Faso, vous prenez l'exemple rien qu'à travers les élections passées, qu'elles soient municipales ou législatives ou même présidentielles. Alors généralement les résultats qu'on a ne reflètent pas les résultats réels. Tantôt, quand vous prenez les enquêtes sur la bonne gouvernance, et en matière électorale au Burkina Faso, il a toujours révélé que les problèmes sont issus donc de la corruption. Et qui gagne les élections au Burkina Faso, c'est celui-là qui met les moyens. Et en résultat, ceux-là qui sont allés vous voter parce que vous avez mis de l'argent, 2 ou 3 mois après, ce sont ces mêmes-là qui vont se retourner donc contre vous. Ce qui veut dire par la rue. Alors, lorsque nous sommes dans un système quand même qui est homogène, lorsque nous sommes dans une dynamique où vraiment les hommes d'affaires acceptent d'accompagner leur pays, à travers le développement de l'industrie, tel que Tayan l'a dit, à travers les financements des micro-projets, à travers la mise en chantier de beaucoup d'actions pour accompagner le dynamique. Bon, au bout de 10 ans, on pourrait dire que le Burkina Faso est élevé, atteint un niveau mature, et à partir de là, n'importe quelle personne peut aller sur le terrain de combat. La politique, c'est un art, mais on ne fait pas la politique qui veut. On fait la politique qui peut. Voilà. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un me dit que bon, j'ai atteint un chiffre d'affaires d'environ 1000 milliards, donc si je me présente aux élections présidentielles avec mon argent, si je mets 100 milliards, je vais passer. Oui, la personne va passer haut les mains, mais est-ce que ça va profiter au Burkina Faso? Je ne crois pas. Et je pense très bien que tous les opérateurs économiques ont toujours soutenu un candidat à chaque élection. Et ils n'ont qu'à continuer dans ce sens. Mais eux-mêmes vouloir se mettre au-dessus du politique, c'est pour tuer la démocratie. Ça, il faut qu'on le dise véritablement. On ne les empêche pas. On ne les empêche pas. On ne les empêche pas parce qu'ils ont les mêmes droits. Mais je dis, c'est vrai qu'il y a la loi fondamentale qui donne ce droit à tout le monde. Mais à l'intérieur de notre démocratie, on peut instaurer des principes, comme ces mêmes principes ont été instaurés pour les militaires et pour les magistrats. Si on va sur cette base-là, il n'y a pas de problème. Alors, quelle est la autrement dit, si vous voulez que les opérateurs économiques se présentent aux élections présidentielles, par exemple, il faut ouvrir la porte aux magistrats et aux militaires. Quelle est la différence ici entre permettre à un opérateur économique d'accompagner un homme politique que de lui permettre de se présenter directement? Quelle est la différence? Il y a une différence. Il y a une différence. Il y a une différence parce que l'opérateur économique qui soutient un candidat, d'abord le soutien d'un opérateur économique à une candidature, c'est quoi? C'est le financement de votre campagne. Et la plupart des élections, c'est l'argent qui fait la campagne. Alors, il y a plusieurs manières de financer quelqu'un. Lorsque vous voulez être président du Faso, alors on peut vous financer pour que vous passiez en retour. Vous me donnez les marchés. Ou du moins, nous pouvons être de la même région. Je préfère que Tayan soit député que Maître Belem. Et je l'appuie parce que je ne l'aime pas. Et c'est ce que nos opérateurs économiques ont toujours fait. Parce que si vous prenez, il y a beaucoup d'exemples où dans des provinces, on arrive aux élections, il soutient quelqu'un qui ne pouvait même pas me battre. Mais le fait qu'il a eu les moyens, il a eu des petites sortes, à l'arrivée, c'est lui qu'on a voté. Ça, c'est différent. Mais lorsque vous-même, vous portez candidat, dans tous les cas, nous connaissons un peu la mentalité des opérateurs économiques. Aucun opérateur économique n'a déjà enlevé 1 milliard pour soutenir l'effort de guerre des militaires. Non. Aucun opérateur économique n'a déjà construit des logements sociaux. Serait-ce que aider les familles des FDS tuées sur le champ de bataille. Ils ne le font pas. Mais lorsque ces gens disent qu'ils veulent être candidats aux élections présidentielles, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à mettre 100 milliards ou même 200 milliards pour gagner les élections. Mettre les intérêts en avant. Voilà, c'est pour, en fait, vous allez en arriver. C'est pour vous dire que, en fait, c'est l'intérêt d'abord. Ce n'est pas le pays. C'est comment préserver les avantages de son entreprise, comment élargir, ratisser l'arbre. Dans tous les cas, on connaît les opérateurs économiques dans ce pays. Si un opérateur économique arrive à la tête de ce pays, à la fin de la transition comme président du Faso, la première monture, c'est d'écarter les autres opérateurs économiques. Et du coup, l'économie va recevoir un coup. Déjà, on voit les guerres internes entre eux qui n'honorent pas le pays. Mais nous, on préfère qu'ils restent dans les affaires, ils mènent ce débat-là, que de ne pas venir salir le pays en étendant cet orgueil-là au plan national. Permettre de soutenir un candidat, c'est différent d'être candidat. Les opérateurs économiques ont toujours soutenu des candidats à toutes les élections dans ce pays. C'est différent, différent. Même s'il faut rappeler qu'ils attendent toujours quelque chose en retour. C'est différent. Il y a d'autres qui le font par volonté, il y a d'autres qui le font par intérêt. Vous en connaissez des gens qui... Non, je ne peux pas citer je ne peux pas citer de noms sur l'antenne, sinon il y en a trop. Il y a trop d'exemples, mais je ne donnerai pas de noms. Alors, M. Rwamba, est-ce que vous pensez qu'un opérateur économique va soutenir comme ça un homme politique sans attendre quelque chose en retour? Bon, je pense qu'à ce niveau, un opérateur économique,
comme tout citoyen bien éclairé, avant de soutenir quelqu'un, il faut d'abord être convaincu de là où tu veux l'amener. Si je suis opérateur économique, que d'abord le programme de X ne m'intéresse pas, et que je ne vois que non, pourvu qu'il soit là où il va être, pour que moi je gagne mon intérêt, je rejoins ce que j'ai dit au départ. La politique, d'abord, il faut trouver des gens qui sont prêts à servir l'autre. Quand on prend peut-être toujours dans l'histoire du pays, prenons Ouézin Koulibaly, en passant par tous les présidents, et en intégrant aussi les interventions des militaires, d'abord, l'intention de départ, c'est d'aider d'abord l'autre et l'intérêt du pays. Maintenant, si l'opérateur économique, il retrouve à travers un candidat un potentiel lié à son programme et qu'il trouve que je l'accompagne parce qu'il a un programme assez cohérent et que je peux l'accompagner parce que si ça se réalise, je gagne aussi et voilà. En ce moment, je ne pense pas que ce soit mal vu parce que c'est logique. Il est bâti sur quelque chose de solide et d'objectif. Maintenant, si parce que je suis opérateur économique, je vais forcément dire que non, je l'accompagne parce qu'en retour, il va me retourner des ressources ou bien des marchés, ça peut être une vision, mais ça ne conduit pas le pays à atteindre l'objectif que nous recherchons à travers des élections. Puis c'est les élections d'abord pour but d'assainir le climat national. Quoi qu'on dise, vous êtes aussi un opérateur économique parce que vous dirigez une entreprise. Alors, est-ce que vous allez investir des milliards comme ça sans attendre quelque chose en retour? Parce que c'est la question, il faut répondre à la question de manière claire. On a l'impression qu'on tourne autour du pot parce qu'on sait que l'homme d'affaires, quand il investit, forcément il attend quelque chose. Oui. Non, mais à ce niveau, dire que peut-être j'investis... Est-ce que le bénévolat existe en affaires? En affaires, Non. c'est moi. Allez-y, allez-y. Ok. Moi, je dirais toujours qu'en affaires, c'est du gagnant-gagnant. Mais un opérateur économique qui accompagne un homme politique, d'abord, il peut regarder son programme de société, qui peut développer le plan économique et l'accompagner dans ce sens. Déjà, même si on ne lui donne pas quelque chose directement, il sait que dans le programme, il peut gérer son affaire. Maintenant, il faut aussi accepter que notre niveau de vie économique au Burkina Faso, c'est du direct. De tous les anciens jusqu'à de nos jours. Direct, c'est-à-dire? C'est dire qu'il n'y a pas d'opérateur économique qui a œuvré sans un retour. Ils sont peut-être très peu. Sinon peut-être une ou deux personnes. Voilà. Sinon le reste là, de nos jours, il n'y a pas cet opérateur économique qui investit sans attendre quelque chose. Ça c'est la moindre des choses aussi. Parce qu'en dehors du tout, il faut reconnaître que c'est des moyens qu'il a mis. Et il faut quand même qu'il remette ces moyens-là à quelque part. Voilà, mais c'est tout en regardant... Du coup, il n'y a pas de bénévolat en affaires? Non, moi je ne trouve pas de bénévolat en affaires. Alors, M. Zaïda disait qu'il ne faut pas permettre aux opérateurs économiques de se présenter aux élections parce que le Burkina n'est pas encore à ce niveau. Je suis parfaitement d'accord. Parce que quand vous regardez l'électorat, quand on parle de 20 millions d'habitants, il y a combien qui votent? Je vous dis que toujours les résultats, on n'a pas plus d'1 million, maximum 2 millions de votants. De votants. Ça veut dire que nous ne sommes même pas encore arrivés. Je dirais que la démocratie n'est même pas encore arrivée au Burkina. Si de suite on plaisantait, Maître Kelem parlait toujours de la révolution, je dirais toujours qu'il fallait que le Burkina Faso reste toujours dans la révolution parce que la mentalité burkinabé même est telle que on ne fait rien pour rien. Aujourd'hui, même quand vous prenez dans le cas des OSC, on a toujours dit que c'est de l'argent, c'est quoi? Tout de suite, on te voit en politique en train d'apprendre, on te dit non, tu dois forcément avoir de l'argent. Donc, c'est pour dire qu'en dehors même des affaires, de l'homme d'affaires, il reconnaît que tout ce qui se passe, il n'y a pas de bénévoles. Maître Kelem. Non, juste une précision pour répondre à M. Pascal Zaïda. Dans tous les pays, ce n'est pas au Burkina Faso seulement. Dans tous les pays, les magistrats et les militaires sont exclus de la politique. C'est simple. Et pourquoi? C'est simple. Parce que les magistrats, ils se prononcent au nom du peuple. Les décisions sont toujours dites au nom du peuple burkinabé, ou bien au nom du peuple français. Donc tu ne peux pas te prononcer au nom du peuple et puis prendre parti. Parce que la politique est partisane. Voilà. Donc si tu fais la politique,
tu ne peux plus rendre la décision de façon impartiale. Est-ce que vous avez vu? Voilà, ça c'est la raison principale qui fait que dans tous les pays, les magistrats sont exclus de la politique. Les magistrats qui veulent faire la politique, ils démissionnent. L'armée, c'est la même chose. Quand vous voyez par exemple dans les pays comme en France, où le général de Gaulle qui est militaire est arrivé au pouvoir, comme aux États-Unis où le général Eisenhower est arrivé au pouvoir, c'est soit des militaires retraités, soit des militaires qui ont démissionné. Parce que, tout simplement, parce que l'armée doit être un corps neutre pour la défense du territoire et des citoyens. Donc si tu es militaire et tu prends parti, tu deviens partisan et tu n'es plus objectif dans ta mission de défense de l'intégrité territoriale et de l'intégrité physique des citoyens. Donc ça c'est la raison pour laquelle dans tous les pays, les militaires et les magistrats sont en dehors de la politique. Ils doivent être au-dessus de la politique. Est-ce que vous avez vu? Voilà. Donc, deuxièmement, je peux dire que vous savez, quand les hommes politiques se lancent dans la politique, c'est pas n'importe quel homme politique qui va se lancer dans la politique pour être député ou pour être président. C'est ceux qui se sentent capables. Et comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Patrice Talon l'a compris. C'est Patrice Talon qui a fait élire Yahi Boni. Et il a vu que Yahi Boni ne faisait pas comme lui, il voulait qu'on fasse. C'est pour ça qu'il s'est présenté lui-même. Donc c'est ceux qui se sentiront capables. Voilà. Ceux qui se sentiront capables avec la mission de conduire le pays, qui veulent se présenter, mais qui se présentent eux-mêmes. Mais ce n'est pas n'importe quel homme politique qui va se présenter pour être président du Faso. Bon, par exemple, El Hadj Oumarou Kanazoué qui était ici, l'homme le plus riche, etc., ne se serait jamais présenté pour être président du Faso, parce qu'il se serait senti incapable. Voilà. Mais donc, si quelqu'un d'autre est un homme de commerce, un opérateur économique, et qui se sent capable, mais autant qu'il y aille, plutôt que de passer par quelqu'un d'autre et qui va nous provoquer des soubresauts. Voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. D'accord, très rapidement pour qu'on puisse au deuxième sujet. Oui, c'est pour revenir sur la déclaration de Maître Kelem. Bon, dire qu'ils se sentent capables, c'est à ce niveau-là que moi je voudrais peut-être recadrer un peu. Je pense que la capacité, oui, certes, mais je pense qu'il faudrait avoir l'élément capital même pour venir en politique. Il faut avoir d'abord une culture politique. Sinon, l'argent, du coup, comme ça, je pense que aussi, parce que honorable Zaïda l'a dit tout de suite. Quand moi, j'étais, en tant que membre d'un parti politique, quand il a dit que quelqu'un qui a des chiffres de 1000 milliards chiffre d'affaires, donc c'est difficile de les battre, je ne pense pas. Moi, en tout cas, personnellement, je pense que cette capacité en politique là n'existe pas. L'argent peut arriver à un moment, mais si la culture politique d'abord fait défaut, prenons peut-être même le cas de Trump aux États-Unis. On savait bien que Trump faisait partie, il était militant de base de la droite. C'est parce qu'il a eu d'abord cette culture fondamentale en politique qui lui a valu après parce qu'il savait comment, même si tu arrivais, il fallait éjecter ce que tu allais faire. Mais s'il était venu en tant qu'opérateur économique directement, je pense qu'il allait avoir du pain sur la planche à ce niveau-là. D'accord, merci. Poursuivons avec le deuxième sujet. Nous savons que le 17 août dernier, lors du point de presse hebdomadaire du gouvernement, le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, attirait l'attention de tous ceux qui propageaient des discours haineux sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un sujet également qui nous intéresse. Honorable Zaïda, nous savons que ces derniers temps, au niveau des réseaux sociaux, surtout les groupes WhatsApp, il y a des vidéos, des audios qui passent invitant les uns et les autres à une vengeance, à une révolte, et ainsi de suite. Alors, en tant que député, quelle analyse faites-vous de cette situation? Il faut dire que ces questions-là, d'abord, vous savez que la question ethnique au Burkina Faso est toujours une question d'actualité. Vous avez également un certain nombre de régions où les gens se plaignent du sous-développement. Il suffit seulement qu'il y ait une répartition un peu équilibrée et puis ces questions seront épongées. Mais vous savez que ce discours haineux... Vous parlez de répartition équilibrée, c'est-à-dire? Vous avez des régions qui se plaignent qu'ils sont marginalisés par rapport à d'autres régions. Voilà. Donc là également, c'est en matière de développement et autres. Ou du moins, c'est parfois, vous avez dans un gouvernement où telle région se plaint que nous n'avons pas de fils, ou dans telle province, voilà. C'est des questions qu'on revit tous les jours. Et là, pour traiter ces questions, c'est très simple, c'est une volonté politique de la part donc, de nos responsables. Et je pense que pour ce cas présent, je crois que c'est une question qui sera épongée à l'issue de la fin de cette transition. Maintenant, les discours haineux... Qu'est-ce qui vous rassure à ce niveau déjà? Qu'est-ce qui vous amène à parler? Nous sommes dans une dynamique d'une refondation de l'État.
Voilà. Donc, dans ce cas-là, nous n'allons quand même pas laisser encore les anciennes méthodes revenir. Il faut bâtir le pays pour la durée. Donc, quand nous allons arriver dans ce processus, tout ce qui pourrait nous permettre d'évoluer sur une longue durée, je pense que cela sera fait. Après, maintenant, ils vont organiser les élections et donner le pouvoir aux meilleurs. Maintenant, ce discours, ces temps-ci, il faut dire que cela ici est encadré par des lois. Des lois qui répriment ce genre de discours. Et je pense qu'il est tout à fait simple de les appliquer. Et puis, bon, on va trouver une réponse à cela. Donc, il appartient aussi à la population de collaborer, de coopérer. Il y a aussi plusieurs manières de dénoncer tous ceux qui font ce genre de trucs-là. Donc, c'est vrai que toute perte de pouvoir, ça a toujours été comme ça. Et même quand Blaise Compaoré est parti, vous avez vu à travers les réseaux sociaux comment c'était compliqué. Et tout début, c'est difficile. Mais on se dit qu'au fur et à mesure qu'on évolue, on va en tout cas résoudre ce problème-là. Et surtout, il y a aussi le concours des religieux et des leaders qui permettent chacun dans sa localité respective, dans son groupe ethnique et même religieux, de permettre de poser ces débats. La dernière fois, on a vu le ministre des cultes et des religieux qui s'est déplacé à Gombousgou, aller voir l'imam par rapport à une forme de réconciliation. Non, pour ce discours-là, il y a des textes qui sont bien encadrés par rapport à ça. Mais est-ce que ces textes sont appliqués? C'est ça aussi. Alors, l'applicabilité maintenant relève donc des compétences de l'autorité. Voilà, si des textes sont là, ils ne sont pas appliqués, ce n'est pas aux citoyens de les faire appliquer. C'est la responsabilité donc de l'autorité. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est un débat qui a été lancé. Et du moment où ils ont lancé ce message, le porte-parole a lancé le message, ça veut dire que c'est la phase répressive maintenant qui va suivre. Tout de même comme les débats interactifs à travers les radios. Voilà, il faut encore un recadrage. Il faut recadrer cela parce que vous entendez de tout à travers les débats interactifs. Alors, on n'est pas content de vous, on se lève le matin, on met 125 francs d'unité et on appelle seulement aux nouvelles antennes, on vous insulte comme on veut, mais tout ça, ça contribue à révolter les gens. Voilà pourquoi nous demandons au CSC et au ministère de la Communication de regarder également, nous sommes dans une dynamique de transition. Il faut aussi que ces éléments-là soient encadrés pour que ça puisse coller avec la réalité. À partir de là, on pourra éponger tous ces éléments-là. Maître Kelem, le gouvernement met en garde déjà tous ceux-là qui propagent ces discours haineux. Est-ce que c'est la solution pour éradiquer ce fléau? Non, écoutez, comme Pascal Zaïda a dit, c'est encadré, il y a les textes. Alors, vous avez le code pénal, vous avez le code de procédure pénale qui permettent, n'est-ce pas, éventuellement de régler ces problèmes. Donc, ça se fait. Et puis, mais c'est tout à fait, le gouvernement est dans son rôle. Il ne peut pas encourager, n'est-ce pas, des discours haineux. Ça, c'est la moindre des choses. Donc, le gouvernement est dans son rôle, n'est-ce pas, quand il met en garde, n'est-ce pas, sur ces discours-là. Voilà. Mais cela dit, il faut dire que ce n'est pas la première fois, ça a toujours été comme ça. Voilà. Bon, c'est que seulement maintenant les moyens de communication sont de plus en plus développés. Sinon, je vous dirais que, par exemple, même si vous allez aux États-Unis, vous avez le Ku Klux Klan qui propage tous des discours haineux contre les Noirs, non pas seulement contre les Noirs, mais contre tous ceux qu'ils accusent de faiblesse vis-à-vis de ceux qu'ils appellent les Blancs purs, les Ariens. Est-ce que vous avez vu? Si vous allez en France, vous avez des discours haineux contre les Arabes. Si vous allez en Allemagne, vous avez des discours haineux contre les Turcs. Donc, ce n'est pas ici seulement, c'est un mouvement social général. Parce que partout, il y aura toujours des brebis galeuses. Et au Burkina Faso, ici, par exemple, il y a eu plus que ça. Si vous vous rappelez, par exemple, avant l'indépendance, il y a Nazi Boni. Il y a Nazi Boni qui prenait même un discours de sécession pour créer la République du Kénédougou. Il prenait la sécession, n'est-ce pas, du Guérico pour qu'il se détache de la Haute-Volta de l'époque pour former avec une partie du Mali et le nord de la Côte d'Ivoire la République du Kénédougou. Et ça avait donné quoi? Pendant ce temps, il y a eu des discours violents. Et après Nazi Boni, il y a eu quoi? Il y a eu ce qu'on appelait le Mao, mouvement autonome de l'Ouest, sous le président Lamizana, qui prenait aussi la sécession. Mais ça n'a jamais abouti. Est-ce que vous avez vu? Et plus récemment, il y a eu quoi? Il y avait Christian Tékoné. Le Banfoura là, PNJV. Voilà, qui avait chaque fois des écrits incendiaires contre le régime de Blaise Compaoré, sécessionniste, etc. Mais tout compte fait, moi j'ai fait des enquêtes, j'ai vu qu'il ne réussissait même pas à se faire élire comme conseiller municipal dans sa propre localité. Bon, ça veut dire que les Burkinabés sont, comment je dis, mentalement, historiquement bien bâtis pour résister à ces choses-là. Et comme j'ai toujours dit, ici, le sentiment d'appartenance nationale est plus fort que tout. Et je prends toujours l'exemple de 1932, quand on a divisé le pays en 3 parties, certaines parties auraient pu rester là où ils étaient. Mais toutes les parties se sont mis de concert pour essayer de se retrouver ensemble et on a reconstitué la Haute-Volta en 1947.
Ça veut dire que le sentiment national, le sentiment d'appartenance nationale est plus fort que tout. Même la partie qui était rattachée à la Côte d'Ivoire, qui était la zone la plus riche, a accepté de se détacher pour se retrouver avec ceux qui étaient rattachés au Niger et au Mali et de constituer la Haute-Volta. Et pourquoi d'ailleurs la Haute-Volta a été constituée? La Haute-Volta a été constituée sur une base nationale. Les gens ne le savent pas. C'était sur une base d'agrégation nationale. C'est-à-dire quand les Voulés chanoines ont conquis le territoire, après ils ont essayé de voir, n'est-ce pas, Angoulevin, le gouverneur Angoulevin a essayé de voir, n'est-ce pas, parmi les ethnies là, quels sont ceux qui constituent, n'est-ce pas, une base historique ensemble. C'est ainsi que la Haute-Volta a été créée en 1919. Donc il y avait déjà une base historique nationale. Donc ce discours là, ça vient toujours, mais ce n'est pas ça qui va. C'est vrai que maintenant nous faisons face, n'est-ce pas, à l'insécurité, etc. Donc ça exacerbe les tensions. Mais même avant ça, d'aucuns disent que ça viendra nourrir le terrorisme. Oui, mais avant ça, il y avait des conflits Peuls entre les Peuls et les autochtones, qui à un moment donné même a provoqué des déplacements de population du côté du Mali, etc. Mais ça a toujours resté circonscrit. Est-ce que vous avez vu? Ça n'a jamais eu une étendue si importante que ça. C'est pour vous dire que le Burkina, le pays a des ressorts nécessaires pour venir à bout de ces choses-là. Même des hommes politiques, on en a connus. Des gens comme Joseph Ouedraogo se basaient sur l'ethnie pour leur électorat. Est-ce que vous avez vu? Oui, mais voilà, même à placer Ouedraogo. Mais dans le même temps, je peux vous dire que Joseph Kizerbo, qui est Samo et qui avait son parti politique, son parti politique faisait plus de voix chez moi que chez lui-même à Thomas. Donc c'est pour vous dire que les Burkinabés ont les ressorts nécessaires pour venir à bout de ces choses-là. Mais on ne peut pas les empêcher parce que ça fait partie de la diversité de la nature humaine. D'accord, c'est une situation qui ne date pas de maintenant. D'aucuns disent que ça risquerait de conduire à une guerre civile. Est-ce que ça ne rejoint pas ici ce que l'ambassadeur de France, Luc Alad, disait, que le terrorisme au Burkina Faso, c'est une guerre civile? Pour moi, je ne vois pas trop le Burkina Faso en guerre civile, vu que le Burkina Faso, il n'y a pas d'une ethnie étrangère. Et quand nous regardons aujourd'hui, il y a un vrai mixage. Et c'est les réseaux sociaux, plutôt même, je peux dire, qui ont concouru à ce genre de propos. N'était était le cas quand vous prenez dans tout le pays. Vous allez voir que, par exemple, quand je prends l'exemple chez nous, nous avons des Mossis qui sont là, des Peuls qui sont là. Nos troupeaux sont gardés par chaque famille à son berger. Donc c'est dire que nous avons une valeur qui ne nous permet pas d'arriver à une guerre civile. Mais il faut plutôt, avec le concours des chefs coutumiers et religieux, de prêcher et de faire comprendre à la population, d'éviter ce genre de propos. Parce que tu es né trouvé dans ton village, même trouvé qu'il y a d'autres ethnies en dehors même de l'ethnie autochtone. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a une histoire, voilà pourquoi ces gens sont là. Donc, en tout cas, le gouvernement est dans son plein droit d'appliquer la loi et les tests qu'il faut pour, en tout cas, éviter ce genre de propos, mais aussi avec le concours des chefs coutumiers et religieux. Pensez-vous que le gouvernement devrait passer à une vitesse supérieure que de faire des sorties pour sensibiliser? Oui, je pense que ça ne date pas de maintenant. Oui, une vitesse supérieure ou pas, dans tous les cas, ils doivent forcément, avant la sensibilisation, même ceux qui font ces problèmes de propos, s'ils se sentent menacés, je ne pense pas que d'autres vont continuer là-dessus. Alors il faut les intimider. Il faut les forcément. Forcément. Parce qu'il ne faut pas faire un laisser-aller. Alors allez-y, monsieur Rwamba, sur la même question. Ok, d'accord. Sur le sujet, je vois bien que ce que le gouvernement entreprend actuellement, je dirais qu'en termes d'adoption des tests, nous sommes vraiment très champions. Je ne pense pas qu'aujourd'hui qu'on dise que non, le gouvernement tend à réprimer. C'est des tests qui existent depuis belle lurette. Le code pénal il n'a pas édité en janvier 2022 tout récemment. Ce sont des tests qui existent. Et à l'heure actuelle, moi je pense qu'avec un gouvernement de transition que nous avions, on ne serait même pas là avec trop de paroles. Ce sont des actions maintenant qui devraient dissuader les citoyens. Puisque nul n'est censé ignorer la loi. Le gouvernement parle beaucoup. Il parle beaucoup. Par exemple, quand on voit que le gouvernement met en garde tout, ça ne devrait même plus être une mise en garde. Si aujourd'hui, ils arrivaient à dire telle personne a fait des déclarations qui ne sont pas fondées et déjà on applique. Si on avait déjà des images, dire que non, telle personne a envoyé des images d'incitation à la haine, tout, nous l'avons pris, voilà, c'est comme ça. Celui qui veut, il n'a qu'à se référer
Raison pour laquelle il y a au moins l'autorité judiciaire est là. Ils peuvent toujours dire que non, voilà, ils ont fait leur rôle. Mais il ne faut pas toujours revenir dire que non, le gouvernement a mis en garde, il a mis en garde. Maintenant, nous sommes à une phase. Et là encore, la sécurité, c'est la base de tout développement. On ne devrait même pas jouer là-dessus. Les communications qu'on nous fait écouter à longueur de journée, c'est bon. Mais est-ce que, concrètement, là, vous avez parlé, on a fait quoi? Puisque aujourd'hui, ceux qui viennent parler de ce truc-là, il ne faudrait pas que nous-mêmes nous soyons comptables du relâchement de l'intérêt que nous avions eu. Puisque nous savons que l'un des principaux atouts de notre pays, le Burkina aujourd'hui, c'était d'abord sa pluralité ethnique et l'héritage de combinaisons ethniques que nos parents nous ont laissé, que les gens ont utilisé sous la bannière de parenté à plaisanterie, le rakiré communément appelé. Pensez-vous que le Burkina Faso est en train de perdre toutes ses valeurs? Perdre ses valeurs, moi je pense qu'à l'heure actuelle, non, je ne dirais pas perdre ses valeurs, mais c'est que ces valeurs sont en danger. Et c'est à nous de nous réveiller aujourd'hui pour pouvoir remettre ça en valeur. Puisque regardez, au moins, on savait qu'entre le Peul, et au moins, M. Kelem l'avait dit tout de suite, où vous prenez le Mossi et puis le Samo. Vous pouvez faire toutes sortes d'histoires, mais vous n'allez jamais arriver à la main. C'était un des interdits aujourd'hui. Mais plus on tend aujourd'hui à nous faire répartir sur la volonté de celui-même qui a instauré ce que nous avons. Qu'est-ce qui a conduit à cette histoire de haine ou à cette déclaration de haine? C'est le terrorisme. Et le terrorisme même a visé quoi d'abord? Ils ont utilisé tous les subterfuges pour nous diviser. D'abord, c'est passé sous la bannière de la religion. Voulant faire croire que ceux qui combattent, ce sont des religieux. Mais ils ont trouvé un peuple assez mature et assez mûr pour dire que non, sur cette bannière-là, vous n'allez pas nous avoir. Mais il faut repartir où? Venez dire que parmi nos combattants, on a beaucoup d'une communauté qui est avec nous. Pour vous faire regarder comme quoi c'est eux le problème. Mais je pense que le peuple est encore mature pour savoir que, notre grand combat aujourd'hui, ce n'est pas contre une communauté, mais contre l'individu égaré qui viendra vouloir mettre en péril notre bonne collaboration et notre existence pacifique. D'accord. Alors, pour M. Kelem, il est confiant. Il s'est dit que le Burkina Faso ne pourrait pas arriver à une guerre civile parce qu'on a des valeurs vraiment qu'on incarne, qui nous empêcheraient d'aboutir à ces actes-là. Oui. Alors, est-ce que vous ne craignez pas que les terroristes puissent profiter de cette situation pour atteindre les objectifs aussi? Non, je pense que ces discours dont on parlait tantôt, ce ne font que c'est de bruit. Déjà même, vous savez que les terroristes se cherchent en ce sens que les militaires sont en train de les traquer de tous bords. Et je crois que d'ici là, ils vont sonner la fin de la récréation. Même si les États continuent, les stratégies de combat continuent. C'est des représailles. Sinon, sur le terrain, les militaires font un bon travail. Voilà. La question de la guerre civile n'est pas une question d'actualité au Burkina Faso. Et je ne crois pas qu'il y aura la guerre civile au Burkina. Voilà. Il y a des gens, c'est vrai, ils parlent parce qu'ils sont libres de parler, mais lorsque la répression va commencer, ils vont c'est une guerre civile. Mais à quand cette répression? Parce que quand on sait que la situation est galopante. Du moment où le gouvernement a déjà donné l'alerte, c'est la phase répressive qui va suivre. Voilà. C'est la phase répressive qui va suivre parce qu'ils ne vont pas laisser les choses continuer comme ça. Alors, non, c'est juste pour dire que moi je peux comprendre la prudence du gouvernement, parce qu'ils se disent qu'actuellement la priorité c'est quoi? C'est la lutte contre le terrorisme. Voilà. Donc si ils sévissent à l'intérieur contre d'autres Burkinabés, ça peut porter une atteinte à la cohésion qui peut porter à son tour une atteinte à la lutte contre le terrorisme. Donc c'est ce qui fait que le gouvernement en la matière est très prudent et marche sur les œufs. Et voilà qui met fin à l'émission Le Grand Débat du jour. Merci de nous avoir suivis. Je recevais pour vous Soumaïda Rouamba. Il est le secrétaire général du parti Nouveau Temps pour la démocratie NTD au niveau de l'arrondissement 4 Ouaga. Il est également le directeur général de Nouvelle Édition Burkinabé NEB. Sur le plateau également, je recevais l'honorable Pascal Zaïda. Il est député de la transition, il est également le coordinateur national de la coordination nationale pour une transition réussie CNTR. Pascal Zaïda est également le coordinateur du cadre d'expression démocratique. Alors, Maître Kilem de Tambela, il est avocat inscrit au barreau du Burkina. Il est également le directeur du Centre de recherche international et stratégique CRI. Et enfin, je recevais Zakaria Tanya, il est membre du Front de Libération Nationale FLN. Il est également le président de l'Association des Jeunes Unis pour le défi du Faso AJDF. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la télé du peuple. Au revoir.